Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite, on en parle à Taïwan. Bienvenue pour ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Cette semaine, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Ça. Elisa Dufaux. Et nous allons parler d'actualité, notamment, je vais peut-être énoncer d'abord mon sujet par rapport aux pesticides sur les fruits et les légumes à Taïwan, le pourcentage, et aussi une actualité par rapport à une intoxication à ces pesticides. On en saura plus tout à l'heure. Ça a l'air intéressant. Alors de mon côté, je vais parler de deux sujets exceptionnellement, qui n'ont rien à voir. Hein. Les cyberattaques et la remise des prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, et notamment de Elisabeth Zeytoun et Gwenaël Gafric. D'accord. Eh bien, moi, je vais vous parler culture, art, puisque je voulais vous présenter une exposition qui se tient actuellement au Musée national du Palais. Donc, c'est une nouvelle exposition qui a été inaugurée jeudi. C'est une exposition qui est le fruit d'un triple partenariat entre le Musée national du Palais, le Musée des arts décoratifs de Paris et le joaillier Van Cleef & Arpels, une entreprise française. Alors c'est peut-être Arpels du coup, je sais pas trop comment ça se prononce. Je sais pas non plus. Aucune idée. J'ai pas trop l'habitude de m'acheter des bijoux de luxe, donc Non plus. alors on va dire que c'est Van Cleef & Arpels, une entreprise française de haute joaillerie qui fait aussi de l'horlogerie et des parfums de luxe et qui a été fondée en 1906. Donc ils font des très belles pièces qui sont souvent ornées de fleurs, d'animaux, de fées, qui ont des pièces qui ont été portées par des femmes, par exemple comme l'impératrice Farah, la duchesse de Windsor, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, que des gens qu'on croise tous les jours. Des gens qu'on croise tous les jours, voilà. Mais c'est vrai que je suis allée sur leur site, c'est vraiment très très beau. Je connaissais pas personnellement, j'avais vu le nom comme ça. Je connais de nom, mais je dis toujours Van Cleef, je mets jamais le deuxième nom derrière. D'accord, peut-être que ça se dit comme ça, je ne sais pas. En tout cas, l'exposition est intitulée « La beauté parle d'elle-même ». Et elle comprend plus de 260 œuvres d'art qui sont présentées jusqu'au 29 décembre à Taipei, puis du 23 janvier au 20 avril 2025 à la branche sud du musée, dans le comté de Jiayi. Et le nom de l'exposition, La beauté parle d'elle-même, c'est une référence apparemment à une citation de Zhuangzi sur la beauté qui s'exprime sans mots. Je ne sais pas si vous connaissiez ces citations. Mais... Non, je connaissais pas, mais je trouve que c'est assez vrai, quoi, parce que quand on est face à un paysage magnifique, par exemple, ça n'a pas besoin de mots, en fait, ça dépasse les mots, mais... C'est vrai. Alors, une conférence de presse a été organisée le 19 septembre pour présenter cet événement. Alors, il y avait le directeur du Musée national du Palais, les directeurs adjoints, mais aussi les commissaires de l'exposition, dont Béatrice Couette, qui est conservatrice en charge des collections asiatiques du Musée des arts décoratifs, et aussi Alexandre Maviel-Sonnet, qui est directrice du patrimoine et des expositions de Van Cleef. Alors... le directeur du musée a expliqué que cette exposition avait nécessité 7 années de travail préparatoire. Donc c'est fou. C'est fou de se dire qu'il a fallu 7 ans pour préparer cette exposition. Et effectivement, c'est une exposition qui semble assez importante puisqu'il y a des très beaux objets issus de l'Orient et de l'Occident, mais aussi c'est des objets qui sont issus de différentes disciplines. Donc il y a de la céramique, du jade, des objets en verre, en bronze, en argent, en or, mais aussi en textile, et même du mobilier, de la haute joaillerie et des montres. Donc on imagine qu'avec ces pièces qui sont assez petites et de haute valeur, des dispositions vraiment particulières ont été prises pour assurer la sécurité des objets de l'exposition. C'est ce qu'a expliqué le directeur du musée dans la conférence de presse. Et l'espace de l'exposition a été conçu par un architecte japonais, Tane Tsuyoshi, qui a travaillé à intégrer ces 3 collections ensemble et à les faire dialoguer en fait les unes avec les autres. Donc l'exposition elle est structurée en 5 thèmes: la nature, le mouvement, la fantaisie, les secrets et les couleurs. Et chaque thème de l'exposition a des tons différents et sont inspirés aussi par le théâtre d'ombre chinoise. Donc apparemment c'est une expérience immersive selon la présentation de l'exposition. Ça a l'air beau. Donc voilà, comme œuvre, on trouve par exemple un vase de la dynastie des Qing avec une décoration de dragons et de lotus, des nuages, des chauves-souris, des motifs traditionnels.
est aussi exposé un buire de blois, qui est une aiguillère, c'est-à-dire un ancien vase à eau muni d'une anse et d'un bec. Vous avez la petite photo là, c'est très radiophonique. Voilà, et en fait, c'est un type de porcelaine qui a été fabriqué par la Manufacture nationale de Sèvres entre 1883 et 1884. Et apparemment, ça représente vraiment le best of best de ce qui se faisait dans la production française de porcelaine de luxe au 19e siècle. Mais c'est assez baroque quand même. Enfin, il y a plein de fioritures. Et figurez-vous que c'est vraiment un objet de grande valeur puisque les sculptures que vous pouvez voir sur la porcelaine sont réalisées par Auguste Rodin. Voilà, rien que ça. Et l'autre pièce qui a été présentée pour représenter la collection du joaillier français, c'est un magnifique collier zip, comme ça. Donc c'est un collier très représentatif de la maison qui a commencé à en produire en 1950. Donc cette pièce, elle est de 1952. Donc c'est vraiment une des plus anciennes dans sa catégorie et elle est exposée au Musée national du Palais. Donc c'est un collier très particulier qui est inspiré de la fermeture à glissière et c'est une idée qui aurait été suggérée par la duchesse de Windsor qui était fascinée par les fermetures zip parce que ça commençait à apparaître sur les vêtements, c'était quelque chose de nouveau et donc la maison a eu l'idée d'en faire un bijou et ce bijou peut se porter comme collier mais aussi comme bracelet si on le zip. Si on remonte la fermeture, ça fait un bracelet et ensuite on peut le mettre autour du poignet. Voilà, et cet exemplaire, il est exposé en ce moment à Taipei avec des motifs de cœur, des émeraudes et des diamants. Donc vraiment, ça doit être très beau. J'ai vu que les exemplaires qui étaient en vente aux enchères, comme à Sotheby's, c'est des choses qui vont entre... Disons, le prix d'estimation, donc en principe, ça va plus haut. C'est entre 500 et 70 000 francs suisses. Donc voilà. C'est assez... c'est pas tous les jours qu'on en porte, je pense. Donc si vous voulez voir ce genre d'objets qui sont rares, vous pouvez aller au Musée national du Palais pour découvrir cette exposition. Donc c'est jusqu'en décembre et après ce sera dans le sud, dans la branche sud du musée. C'est ça, à Jiayi. Donc à Taipei et à Jiayi. Donc les gens qui sont plus dans le sud, ils n'ont pas besoin de se déplacer et de venir à Taipei pour la voir. Ils peuvent attendre tranquillement que ça vienne chez eux. D'accord. Ok, merci pour cette info qui peut peut-être intéresser des Français ou francophones qui sont à Taipei ou dans le sud de Taïwan. J'en profite parce que j'ai vu récemment qu'il y avait une exposition aussi sur des cartes qui avait l'air très intéressante au musée national du Palais. Et ça permet en fait, si vous vous intéressez un petit peu à la géographie et à l'histoire, c'est des vieilles cartes et en fait ce sont des cartes seulement interprétées par le monde chinois et en fait jusqu'à très récemment les cartes dans le monde chinois sont très différentes de l'interprétation européenne avec des choses beaucoup moins précises au final et ça permet un peu de se rendre compte un peu de ça et donc voilà, j'en profite pour faire un petit aparté là-dessus. Une petite promo. Voilà. Oui, parce que c'est tellement grand comme musée qu'il y a plusieurs expositions. Oui, il y a toujours plein d'expositions en même temps. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler de complètement autre chose et d'abord basé, si on peut dire, sur ma propre expérience, puisque d'ailleurs, tu étais là, notamment Valentin, mardi dernier. Au moment où je devais mettre en ligne les articles du journal, on a rencontré pas mal de problèmes techniques et d'ailleurs, même le site internet public de RTI ne fonctionnait plus pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc je l'ai signalé à notre chef, Meg Wang, qui a discuté avec les techniciens et ils lui ont signalé une connexion massive et simultanée sur le site internet. Donc ça a bloqué le site. On s'est dit d'ailleurs avec Meg en rigolant que les Chinois s'intéressent probablement au site de RTI. Ils se sont connectés en masse pour le faire ralentir ou je sais pas. Voilà, c'est une petite anecdote pour vous parler d'un autre sujet qui était plus évidemment dans l'actualité à Taïwan, c'est les cyberattaques en fait, parce que Taïwan subit tous les jours beaucoup de cyberattaques, mais dernièrement en fait c'est le ministère chinois de la sécurité qui a accusé Taïwan d'avoir lancé ces derniers mois plein de cyberattaques contre la Chine, Macao et Hong Kong. Et donc, d'après le gouvernement chinois, ce serait un groupe dénommé Anonymous 64
sachant que l'IO 64, c'est la date en chinois du massacre de Tiananmen, en fait, qui est un chiffre tabou en Chine. Donc, d'après le gouvernement chinois, ce seraient ces Anonymous 64 qui seraient à l'origine de ces cyberattaques et qui seraient, d'après Pékin, en fait, commandités par l'ICEFCOM, qui est le commandement des forces d'information et de communication électronique qui relève du ministère de la Défense à Taïwan. Et donc, le ministère chinois de la Sécurité a révélé l'identité de 3 militaires taïwanais qu'ils estiment être impliqués dans ces cyberattaques et a même porté plainte contre eux. Et donc, de son côté, la partie taïwanaise, donc l'ICEFCOM, a qualifié ces accusations de infondées. Et ils ont rappelé qu'en fait, c'est la Chine qui lance des cyberattaques contre Taïwan pratiquement tous les jours, et même aussi des intrusions aériennes dans l'espace aérien taïwanais et parfois dans les eaux territoriales, et que c'est ça qui est potentiellement déstabilisateur pour la région. Et l'ICEFCOM estime aussi que c'est une fausse information qui est délibérément disséminée par le gouvernement chinois pour justement détourner l'attention par rapport au fait qu'il y a plein de pays qui accusent aussi la Chine dernièrement de lancer des cyberattaques. Et d'ailleurs, cette information a été massivement reprise par tous les médias chinois, voilà, comme quoi Taïwan avait lancé des cyberattaques contre la Chine, etc. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir, Valentin. Oui, en fait, ça paraît un peu étrange de pouvoir même nommer des gens derrière les attaques, tellement c'est quand même, là, c'est des réseaux, c'est Anonymous, c'est tellement bien caché les noms, qu'il y ait des IP, mais qu'il y ait des noms en plus de militaires, c'est totalement improbable. Depuis les années que la Chine attaque Taïwan, Taïwan n'a jamais réussi à nommer qui que ce soit. C'est des groupes, mais on a peut-être des informations sur les personnes, souvent qui sont des civils d'ailleurs, derrière ces groupes de cyberattaques, mais c'est jamais des militaires, sinon ça serait... c'est trop dangereux de mettre des militaires directement des attaques comme ça, donc c'est vraiment très étrange comme méthode, et personne n'y croit, quoi. C'était des généraux taïwanais, c'est ça ? Pas des généraux, des militaires de l'ICEFCOM. D'accord. Et ils ont même mis les photos et tout ça. D'accord. Ah oui, tu vas sur le site de l'ICEFCOM, tu trouves des photos du trombinoscope, parce que c'est public, donc c'est un peu étrange, quoi. Voilà, c'est la première chose. Et puis après, on peut rappeler que l'attaque qu'on avait reçue à la radio, c'était ce qu'on appelle une attaque de DDoS, ou plus connue sous le nom de déni de service, qui est en fait juste un gros gros flux de connexion. En fait, un gros flux de connexion. Enfin, c'est une simulation de flux de connexion qui fait croire au site en fait que y a trop de monde sur le site, et il peut plus servir, c'est pour ça qu'on dit un déni de service, il peut plus servir chaque utilisateur, et donc il se coupe. Et en fait, pour rappeler aussi à quoi ça sert, c'est au fait pour que le serveur se coupe, quand il est relancé, là t'as un petit moment où les attaquants peuvent essayer de s'introduire par les faiblesses du système. Ah, d'accord. C'est comme si tu te reconnectais avec ton mot de passe, en fait. Et il y a ce moment-là, il y a certaines entrées, parce que un site c'est ouvert sur toutes ses pages, en fait. Et donc il y a certaines entrées des pages qui peuvent peut-être permettre de rentrer dans le serveur interne du site, et c'est comme ça souvent qu'on fait des cyberattaques beaucoup plus importantes, aussi de la récupération de données, ce genre de choses. D'accord. Ok. Ouais, je vais préciser ça. Ouais. Alors, je vais passer à un sujet complètement différent qui m'a aussi intéressée, même si c'est vrai qu'on en a déjà parlé il y a quelques mois sur notre site, mais là, je vais vous donner quelques petites infos supplémentaires en exclusivité, entre guillemets. C'est les prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise. En fait, les lauréats avaient déjà été annoncés il y a quelques mois, mais là, les prix ont été remis. Donc, les lauréats... c'est Gwenaël Gafric, qui est maître de conférence en études chinoises à l'université Jean Moulin Lyon 3. Elisabeth Zeytoun, qui est linguiste et chercheuse à l'Academia Sinica. Et la flûtiste Chan Yifan, qui vit en Europe et qui a fondé le Formosa Baroque Orchestra, qui invite régulièrement à Taïwan des musiciens internationaux renommés. Et elle organise aussi des activités éducatives. Donc en fait il y a eu une cérémonie le 23 septembre pour leur remettre
le prix donc, de la Fondation culturelle franco-taïwanaise à l'Institut de France. Et donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'à cette occasion, le Centre culturel taïwanais à Paris a réalisé des vidéos-reportages sur les 3 lauréats, et notamment sur Elisabeth Zeytoun. Mais il faut savoir que nous, on la connaît bien à la radio, mais qu'elle a toujours refusé les interviews. Donc là, c'est sa première interview, et elle m'a dit que c'était sa dernière. Donc voilà, c'est vraiment en exclusivité. Et, elle n'a pas eu le choix, quoi. On lui a pas donné le choix. Oui, parce que tous les lauréats doivent... Mais en tout cas, je l'ai regardé et je pense que ça vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment... déjà, c'est très, très émouvant, quoi. On revient sur son parcours, sur pourquoi elle est venue à Taïwan, sur ses espoirs à l'origine d'écrire une grammaire du mandarin, du chinois. Mais elle a découvert que ça existait déjà. Donc voilà, elle était très triste. Mais ensuite, elle s'est mise aux langues austronésiennes. Alors là, c'était vraiment un nouvel... pour des linguistes, les langues austronésiennes, c'est assez incroyable, quoi. Il y en a tellement à Taïwan que c'est vraiment passionnant. Donc c'était vraiment très émouvant ce reportage. On va le mettre sur la page d'On en parle à Taïwan. On peut voir aussi que ça fait plus de 30 ans qu'elle est à Taïwan. Et dans quelle mesure comment elle a pu contribuer à la recherche sur les langues austronésiennes, et aussi le fait qu'à un moment où, au moment où elle est arrivée, les autochtones dans les villages lui disaient, ils n'avaient pas du tout confiance en elle, et ils lui disaient qu'elle volait leur langue en fait. Donc c'était assez déstabilisant pour elle et assez triste. Voilà, elle savait pas trop comment faire, et très vite elle s'est dit qu'il fallait qu'elle essaye de former aussi des linguistes autochtones pour qu'eux-mêmes puissent travailler sur leur propre langue. Donc ce reportage parle aussi de ça, c'est très intéressant. Et puis voilà, je voulais tout simplement la remercier au nom de notre service, je pense, parce qu'elle nous a... Déjà, elle a donné des super conférences dont on a parlé dans les décryptages. Moi-même, elle m'a fait découvrir les carabous à Pouli. Et je crois que Lisa et toi, et Floriane, vous êtes allés voir la cérémonie des 5 ans grâce à elle, c'est ça? Oui, c'est ça, à Taïwan. Et elle m'a aussi emmenée à Pingdong pour rencontrer une dame qui avait un atelier de perles Taïwan. Donc c'est vraiment une personne qui adore partager, qui adore faire découvrir, très très généreuse, et donc on la remercie pour tout ça. Et on mettra tous les liens vers ces émissions sur notre site, et également les émissions vers l'interview qu'on avait faite de Gwenaël Gafrique, qui est aussi le directeur de la collection Taïwan Fiction chez l'Asiatech, et qui est un des acteurs incontournables, qui a permis vraiment l'essor de la littérature taïwanaise en France. Donc voilà, et quant à la flûtiste Chan Yifan, il faut espérer que Floriane puisse l'interviewer un jour peut-être pour Femmes d'ombre, Femmes de lumière, mais elle est en France, donc ça va pas être si évident que ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur ces prix, et donc n'hésitez pas à aller sur la page de On en parle à Taïwan pour retrouver tous les liens et la vidéo d'interview d'Elisabeth Zeytoun. Voilà. Voilà, et donc nous allons passer aux fruits et légumes. Ouais. Un sujet un peu plus culinaire. Donc en fait récemment, on parle justement d'autochtones. Dans un village autochtone à Taïdong, il y a eu une histoire d'intoxication alimentaire qui a fait quand même 3 morts. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire. En mangeant des zongzi, donc vous savez, les zongzi, ce sont ces préparations à base de riz ou de millet enveloppées par des plantes, par des feuilles de plantes, et dans lesquelles on rajoute souvent un peu de viande et plein d'autres choses, et qui est un peu gluant, qu'on fait cuire à la vapeur et qu'après qu'on mange. Ou bouilli. Ou bouilli, oui, c'est vrai, les deux. Et donc, en l'occurrence, à Taïdong, ils ont une préparation qui se fait à base de millet et d'escargot. Et justement, dans cette famille, dans un village du canton de Tinfen, une dame a préparé ses zongzi avec de la viande d'escargot et
d'autres plantes. Et apparemment, c'est ce qui a causé un peu la mort de 3 personnes. Et 6 autres personnes sont actuellement en traitement dans l'unité des soins intensifs. C'était des personnes du village ou c'était des touristes ou Non, là c'était vraiment local, c'était vraiment quelque chose en famille, c'était pas quelque chose en vente. Hein. C'était, voilà. Et donc en tout 12 personnes qui en ont mangé ont été intoxiquées. Et du coup, ça serait à cause des pesticides ou Alors, parce que tu parlais des pesticides. Voilà, pourquoi les pesticides c'est qu'en fait, c'est un pesticide qui a été décelé dans les ondes directement comme la cause de la mort. C'est un pesticide qui est connu sous le nom de terbuphos. Donc le terbuphos est un pesticide qui est classé dans les organophosphorés. Pour vous dire à quel point c'est quand même assez violent comme terme chimique. C'est notamment une des toxines qu'on retrouve dans des gaz comme le gaz sarin, comme le saumon ou le tabun. Dans les insecticides, on peut le retrouver dans le malathion, le parathion, le diazinon, le fenthion, etc. Il y a beaucoup de noms-ions, si on veut plaisanter un peu dessus. Et aussi dans les herbicides, le terbuphos et le tribuphos font partie et le merphos font partie des phosphates qui sont utilisés en herbicide. La question est qu'on ne sait toujours pas d'où vient cet herbicide parce que en testant les escargots et une autre plante qui est principalement utilisée pour ces ondes d'œufs, le Macaranga tanarius. J'ai pas trouvé de nom moins scientifique pour cette plante. On n'a pas trouvé vraiment d'origine, on n'a pas retrouvé de traces dans les escargots ou dans cette plante. Donc on ne sait toujours pas à l'heure actuelle d'où vient vraiment cette intoxication. C'est pour ça qu'ils ont pas écarté la possibilité que ce soit un acte criminel. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est, donc, actuellement, on ne sait toujours pas si c'est pas quelqu'un qui a mis ce pesticide directement dans les ondes. Il n'y a pas non plus de mobile ou quoi que ce soit, mais on est vraiment au tout début de l'enquête, donc ça sera peut-être à révéler plus tard sur cette affaire. En ce qui concerne donc les prélèvements humains, les résultats préliminaires, tout a été fait très vite en fait. Le ministère de la Santé et le bureau de contrôle pharmaceutique et alimentaire, de produits pharmaceutiques et alimentaires, y ont passé la nuit en fait pour faire tous les contrôles, pour essayer de vraiment trouver les causes et pour voir si ça va pas faire quelque chose d'énorme en termes d'accidents sanitaires. Et donc ils ont passé la nuit à faire tous les tests donc sur les produits, des prélèvements humains, etc. pour essayer de trouver vraiment la cause de ça. Mais pour l'instant, ils ont fait plutôt chou blanc. On ne sait vraiment pas quelle est l'origine de cette intoxication, sauf que c'est un pesticide, en tout cas un produit qui utilise les pesticides qui a été ajouté à la préparation. Sur ce sujet, donc, ça me permet aussi d'ouvrir un peu plus notre histoire, puisqu'il y a chaque année un classement des produits avec le plus de présence de pesticides, que ce soit les fruits ou les légumes, et donc je voulais vous en parler un petit peu. Est-ce que vous avez une idée on va commencer par les légumes peut-être, de quels légumes de quels légumes ont le plus de pesticides quand vous les achetez? Alors moi j'ai entendu dire que c'était enfin en tout cas peut-être pas le plus, mais qu'il y avait beaucoup de pesticides sur les haricots à Taïwan. Alors ça fait partie, c'est pas le top. Le top ce sont les piments. Ah ouais, les d'accord. Piments, 20% de présence de pesticides sur les piments. Alors c'est le taux de contamination. Ensuite c'est justement les pois, pas les haricots mais les pois, avec 17,3%. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Après, il y a justement la moutarde brune, moutarde chinoise ou moutarde orientale. Ça dépend. Alors, c'est Tietzai, mais c'est Baoshin Tietzai, c'est la version un peu recroquevillée, qui ressemble un peu à un chou, qui est la plus contaminée avec 16,7%. Puis le navet, le lopo, 14,4%.
Ensuite, le chou-fleur. Après, je vais pas donner les pourcentages pour chacun, mais le chou-fleur, les épinards, la ciboule chinoise qu'on utilise énormément. Mais tout ça, c'est en général des choses qu'on lave avant de les manger. Encore la moutarde brune, mais la version effeuillée, j'appelle ça comme ça. Ensuite, les haricots, donc le brocoli chinois, la laitue, le chou chinois et l'aubergine. Bah tout en fait, pratiquement. D'accord, donc sauf en fait, les ce sont liserondos. mais après, ça dépend des pourcentages. Par exemple, sur les aubergines, c'est sur 4,8% des aubergines qui ont été testées, on a trouvé des résidus de pesticides. Ça veut pas forcément dire que... D'accord. Mais bon, c'est vrai que 20%, ça fait un peu peur quand même. Ça fait beaucoup, Faut pas en manger tous les jours. Après, parmi les pesticides les plus fréquemment cités dans le compte-rendu du gouvernement sur ce sujet, ce sont tous des fongicides, tous des éléments chimiques qui permettent en fait de tuer tout ce qui est champignons et parasites. Et donc, si des personnes sont spécialistes là-dedans, je peux donner 2-3 noms. Il y a le pyraclostrobine, la ciprodinil, le ciprodinil, le bénomyl, le diphénoconazole et l'azoxystrobine. Voilà, dans le top 5. Je crois que c'est un peu... Atchoum. Atchoum. À tes souhaits. Voilà. Et alors pour les fruits ? Pour les fruits, donc... Moi, je parie sur les bananes et les papayes. Moi, je parie sur les pommes. J'ai entendu dire que c'était un des fruits qui avait le plus de pesticides. Je sais pas si c'est alors, le top 1, c'est les fruits de la passion. Ah non, C'est j'en le fruit mange de la tout le passion. temps. Mais bon, en même même temps... c'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur. On mange Ouais. rarement l'extérieur, la peau des fruits de la passion. Mais peut-être que ça contamine l'intérieur aussi. En théorie, non. Mhm. Mais c'est à l'extérieur, oui, on en retrouve beaucoup. Après, bien sûr, la pastèque. Mais on mange rarement la peau de la pastèque non plus. J'ai appris récemment une recette indienne pour cuire les pots de pastèque. Mais après, c'est dans l'eau, ça va. J'ai bien envie de tester. Ensuite, Bref. la papaye, bien joué. Ensuite, les litchis. Toujours C'est toujours Ah ce qui est ouais. bon. ce qu'il y a de plus inquiétant, fragile. ce sont les fraises. Les fraises taïwanaises. Ouais, parce que là, on Ouais. mange la peau. 4,7%. Il faut manger les fraises de chez Sasa, qui vit dans un endroit à la montagne, dans Taipei, où il y a beaucoup de fraises. Ouais, normalement, elles sont bio. Mais bio Normalement. à la taïwanaise. Voilà. C'est drôle parce que justement, tu dis bio à la taïwanaise, en faisant des recherches, j'ai vu des témoignages où il y avait une ferme qui avait été retrouvée avec justement qui faisait du bio et il fait le bio avec un peu de pesticides quoi. Le témoignage c'était lunaire. Bref. Ensuite, les longanes, dans la même catégorie que les litchis. Ah on ouais. peut résumer. Ok. Ouais. Ensuite, je sais pas comment on dit, c'est le jujube indien, ça vous dit quelque chose? Bah, du Les jujube, jujubes quoi. verts, là, les Le gros jujube vert, jujubes, ouais, les gros c'est ça. jujubes. Et puis après, c'est le melon d'eau, je crois que ça s'appelle, le melon, vous savez, le melon vert japonais très connu pour être vendu une fortune. Et puis après, c'est le petit melon jaune qui est qu'on appelle xiangua en mandarin, qui est un peu, je crois que ça s'appelle le melon chinois ou un truc Ah, comme donc ça. c'est pas le melon qui est vert pâle, Non, le vert pâle, c'est qui est, le gros. qui est rond. Il y a rond. un petit sorte de melon qui a la taille d'un pamplemousse. Ah oui, non, là, c'est un peu plus petit encore. D'accord. Mais c'est jaune. Ok. Ouais. Non, je vois pas du tout. Ensuite, il y a les nèfles. Après, on va peut-être aller un peu plus vite aussi. Il y a très commun, les bananes. Mais pareil, c'est des choses avec comme des pots en général qu'on ne mange pas. C'est pour ça que, pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même les fraises. Parce que les fraises, faut bien les nettoyer avant de les manger. Quoi. Ce que je n'ai pas toujours fait. Ensuite, le citron, la mangue, les oranges. Et donc, la Temoya et le Jamalak ferment la marche de ce classement avec 2,2% de pesticides retrouvés parmi les produits inspectés, qui étaient à peu près, sur l'année, ça a été à peu près 4500 à 5000 échantillons qui ont été prélevés, soit sur des arrivages, soit sur des productions. Voilà pour cette petite information faites bien sur les attention pesticides à Taïwan, au marché. Il faut bien laver les fruits et les légumes. Ouais. Ben voilà, on va déjà terminer cette émission. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.